Bonjour, voici 4 ans que les États-Unis, en s'appuyant sur le Qatar et sur la Turquie, ont lancé une vaste opération de remodelage du Grand Moyen-Orient en essayant de placer au pouvoir les frères musulmans. Donc pour cela, ils ont d'abord renversé Ben Ali en Tunisie, puis Hosni Moubarak en Égypte. Dans les deux cas, ceci a été fait par les ambassadeurs des États-Unis et on a fait croire à une révolution populaire. Puis l'OTAN a attaqué la Libye, là aussi on a fait croire à une révolution populaire. Ensuite l'OTAN, de manière couverte, a attaqué la Syrie, là encore on a fait croire à une révolution populaire. Et puis ça devait se prolonger avec un coup d'État en Arabie Saoudite. Cependant, depuis 2 ans, chacun voit que ce plan a échoué et qu'il ne sera pas possible de renverser la République arabe syrienne. Pourtant, la guerre continue. Alors pourquoi? Simplement parce qu'il est difficile pour les Occidentaux de reconnaître leur défaite. Aussi, depuis mars 2013, les États-Unis ont-ils engagé des négociations secrètes bilatérales avec l'Iran. Ça s'est passé d'abord à Oman et cela n'a été connu que pratiquement au bout d'une année. Ces négociations sont distinctes des négociations 5+1, c'est-à-dire les 5 puissances du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, à propos du nucléaire. Ces négociations sont très anciennes, elles avaient commencé pour discuter du retrait de l'Iran du programme nucléaire européen, et puis elles se sont poursuivies en accusant l'Iran de continuer à avoir un programme nucléaire militaire. Ce que Washington envisage, c'est d'abandonner la stratégie du chaos, de stabiliser la région de manière à pouvoir retirer ses troupes et à les transférer vers la Russie et vers la Chine. Dans cette perspective, les États-Unis ont pensé, dans un premier temps, partager la domination de cette région avec la Russie. Ça a été l'objet de la conférence de Genève 1 en juin 2012. Mais ce projet a échoué, d'abord parce que les Russes ne voulaient pas être les vassaux des États-Unis, et puis parce qu'il y a eu un sabotage organisé par Hillary Clinton et le général David Petraeus. Dans un deuxième temps, les États-Unis envisagent de revenir au système des années 70, lorsque l'Iran était le gendarme de cette région. Washington a donc profité de la division de la société iranienne pour rentrer en négociation avec Téhéran, à Oman, des négociations qui ont débuté à l'insu du président Ahmadinejad et des gardiens de la révolution. L'accord qu'ils ont négocié devrait être signé aujourd'hui 30 juin, éventuellement dans les semaines qui vont suivre, en parallèle de l'accord 5+1. Nul ne sait ce que Washington et Téhéran sont convenus. Le secret qui entoure ces négociations et la longueur de ces négociations laissent à penser qu'il s'agit d'un accord stratégique. Et certains diplomates des États-Unis ont indiqué que cet accord serait valide pour une décennie complète. Israël a tenté de savoir ce qui était négocié, a déployé son système d'espionnage, mais n'est pas parvenu à connaître le détail de l'accord. Aussi, Israël, évoluant à l'aveugle, a décidé de mener ses propres négociations avec la seule puissance restante dans la région, l'Arabie saoudite. Israël a déjà intégré, premièrement, que l'accord entre les États-Unis et l'Iran impliquait la fin de la guerre en Syrie et la stabilisation de l'axe de la résistance, c'est-à-dire non seulement l'Iran, mais aussi une grande partie de l'Irak, la Syrie, le Liban et Gaza. Deuxièmement, cet accord doit marquer la fin du rêve des frères musulmans et le recul du djihadisme dans la région. Donc en fait, une défaite de la Turquie, puisque c'est la Turquie qui pilote aujourd'hui à la fois la guerre contre la Syrie, l'expansion des frères musulmans et l'expansion du djihadisme.
Aussi, donc, depuis décembre 2013, depuis 17 mois, Israël mène ces négociations secrètes qui se sont tenues en Italie, en Inde et en Tchéquie. Elles ne se font pas dans le dos des États-Unis, mais avec leur consentement, tout au moins en partie. En effet, ce sont les États-Unis qui, les premiers, ont imaginé de confier la sécurité d'Israël, lorsque leurs troupes seraient parties de cette région, au Conseil de coopération du Golfe, éventuellement aidé par les autres monarchies arabes, c'est-à-dire la Jordanie et le Maroc, sous les auspices de la Ligue arabe. Ce principe, le président Obama l'avait exprimé dans sa National Security Strategy, et il a trouvé une première application au Yémen, où actuellement la plupart des bombardiers saoudiens sont en fait pilotés par des soldats israéliens, et où l'état-major de l'opération au Yémen ne se situe pas à Riyad, mais au Somaliland, de l'autre côté de la mer Rouge, un État qui n'est pas reconnu par la communauté internationale et qui est en fait un protectorat israélien. Israël et l'Arabie saoudite sont tombés d'accord sur plusieurs objectifs. Au plan démocratique, d'abord, au plan politique, d'abord démocratiser les États du Golfe, c'est-à-dire associer les populations à la gestion du pays, mais sans toucher aux fondamentaux du Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire d'abord l'intangibilité des monarchies, puis pour l'Arabie saoudite tout au moins, et également le Qatar et le Koweït, l'infériorité des femmes, et troisièmement le mode de vie wahhabite. Ensuite, changer le système politique en Iran, puisqu'on ne peut pas y faire la guerre, au moins changer les institutions, la constitution. Troisièmement, créer un Kurdistan indépendant. Alors là, attention, il ne s'agit pas du Kurdistan dont on parle habituellement, qui comprend le Kurdistan irakien, plus les champs pétroliers de Kirkouk qu'ils ont annexés en juin dernier avec l'aide de Daesh dans le silence général, et d'y ajouter une longue bande de territoires taillés dans le territoire syrien qui leur donne un accès à la mer Méditerranée. Mais il s'agit d'un Kurdistan qui s'appuie toujours sur le Kurdistan irakien et Kirkouk qui a été déjà annexé, mais qui se développe à l'intérieur de la Turquie et un peu en Iran, de manière à amener la guerre en Turquie et en Iran. Au plan économique, les accords entre Israël et l'Arabie saoudite prévoient d'exploiter de nouvelles ressources pétrolières, puisque les puits de pétrole actuels en Arabie saoudite sont en train de s'épuiser, mais il reste des réserves importantes au sud de l'Arabie saoudite, dans une zone qu'on appelle le quart vide, mais qui est en fait largement, sinon majoritairement, au Yémen et puis un peu à Oman et même aux Émirats arabes unis. Donc l'idée d'Israël et de l'Arabie saoudite, c'est de créer une fédération, pour ne pas dire pour annexer en fait le Yémen à l'Arabie saoudite, l'objet de la guerre actuelle. Et deuxièmement, il s'agira d'exploiter d'autres champs pétroliers qui se trouvent dans le sud de l'Éthiopie, ce qu'on appelle l'Ogaden, et de relier tout cet ensemble en faisant construire un gigantesque pont par la famille Ben Laden, qui construira les travaux publics Ben Laden, qui construiront un pont entre Aden et Djibouti. Si l'accord entre Washington et Téhéran est signé, on assistera alors progressivement à la fin de la guerre en Syrie. Les djihadistes cesseront de recevoir des armes, de l'argent, des renforts, tandis qu'on leur désignera une nouvelle cible ailleurs. Alors, cette nouvelle cible, ça pourrait être vers le Nigeria, ou ça pourrait être en Libye, où ils sont déjà très présents, et d'où ils viennent en réalité, puisqu'ils ne viennent pas d'Irak, ils viennent de Libye. Et ça pourrait également être dans les Balkans, ou, et c'est beaucoup plus grave, dans le Caucase, vers la Russie.
L'Iran, de son côté, aidera à libérer Palmyre de manière à rétablir la circulation entre l'Iran et la Syrie, le Hezbollah et Gaza. On construira alors un vaste pipeline qui reliera les champs de Fars en Iran vers la mer Méditerranée à l'attaquer. L'Arabie saoudite et Israël se tourneront vers le sud, vers le détroit de Bab el-Mandeb, en prenant le contrôle du Yémen et de l'Éthiopie. Observez que Israël et l'Arabie saoudite contrôlent déjà le Soudan du Sud et le Somaliland. Les deux grands perdants de cette opération, ça sera d'abord les Palestiniens, parce qu'ils vont certes avoir un État palestinien, mais un État de facto qui n'aura pas de frontières établies, qui sera interdit d'avoir une politique étrangère et une politique de défense. Donc, dès qu'ils auront cet État reconnu par la communauté internationale, ils perdront le droit au retour sur leurs terres initiales, occupées par Israël, et donc ils perdront ce pourquoi 3 générations de Palestiniens se sont héroïquement battus. D'autre part, la Turquie sera grande perdante en raison de l'entêtement de M. Erdogan, qui aura cassé le développement économique de son pays, fracturé sa société, et qui en outre a commis l'erreur, alors qu'aujourd'hui il est chef d'État, de devenir le coordinateur du terrorisme international. D'autre part, évidemment, Daesh sera dispersé, comme je l'ai dit, et renvoyé vers une autre cible. Selon toute vraisemblance, ce nouveau Moyen-Orient élargi ne sera pas plus viable que le précédent, puisque, par exemple, il sera en réalité totalement impossible de stabiliser le Yémen. Personne n'a jamais réussi à envahir le Yémen, pas plus qu'on a réussi à envahir l'Afghanistan. Quoi qu'il en soit, du point de vue syrien, cet accord est une bonne nouvelle puisqu'il apporte la paix, qui est une récompense à 4 ans d'une résistance endurcie, alors que l'ensemble du monde croyait déjà que le pays allait être détruit.